Bonjour et bienvenue au rapport d'aujourd'hui. Nous aborderons la situation et les événements en Ukraine. Et là-bas, il y a certainement deux informations qui ressortent particulièrement. En Pologne, une alerte aérienne a de nouveau été déclenchée. Cela signifie qu'en Pologne, on a craint que des drones russes ne pénètrent sur le territoire national polonais. Tout cela n'était pas encore terminé au moment où j'ai terminé mes recherches. Je suppose qu'il n'y a pas eu d'intrusion, mais c'est au moins possible. Nous en parlerons quand même, car c'est aussi important, c'est significatif. En même temps, nous parlons seulement de Donald Trump. Il propose à l'OTAN un grand accord de sanctions, pouvant mettre fin à la guerre. Et il pourrait vraiment le faire. Mais mon attente qu'il réussisse est très modérée. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi quelques arrière-pensées derrière cela, sur lesquelles nous voulons également revenir. Comme je l'ai dit, tout ce qui se passe ici, ailleurs sur le front et derrière, est dans ce rapport de situation. Après mon intervention, une session de questions-réponses suivra dans une demi-heure, puis la suite se fera sur Twitch. Probablement encore un peu de World of Warships, War Thunder, un peu de jeux vidéo, on verra. Si vous n'avez rien à faire, le lien Twitch est en description. Avec ça, on commence le rapport de situation. Elle affirme que la Pologne a trouvé 17 drones. Et il est dès maintenant clair qu'il semble que ce n'étaient que des drones Gerbera, ce qui est intéressant, car cela signifierait qu'il s'agissait uniquement de drones sans charge explosive. Du moins, cela semble être le cas. Je n'ai trouvé aucune confirmation qu'il y avait finalement un véritable Shahid parmi eux. Je ne peux pas encore expliquer les graves dégâts à la maison, ce qui laisserait penser à une charge explosive plus forte. Mais cela pourrait aussi être un missile RR. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai ici, à savoir que les drones Gerbera transportaient des réservoirs de carburant supplémentaires au lieu de leur charge habituelle. Cela signifie qu'ils étaient spécialement conçus pour une plus grande portée. Et cela indique bien sûr qu'ils étaient préparés à voler vers la Pologne et même à pénétrer plus profondément en Pologne. Les Ukrainiens diront qu'ils ont découvert par le passé des cartes SIM de Pologne et de Lituanie dans des drones Gerbera. Ce qui indiquerait bien sûr que la provocation contre ces deux pays de l'OTAN avait été planifiée. Mais maintenant, nous avons Seriflesh, qui est l'un des experts ukrainiens en drones. Il dit qu'ils ont également trouvé jusqu'à présent des cartes SIM brésiliennes et paraguayennes dans les drones. Cela indiquerait à son tour qu'ils utilisent plus ou moins simplement n'importe quelle carte SIM étrangère qu'ils peuvent obtenir. Comment tout cela fonctionne? Quel est le but profond derrière? S'il faut acheter un forfait roaming supplémentaire ou si cela fonctionne aussi sans, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas l'expert pour cela. Mais il est tout de même remarquable que nous recevions également des informations d'Ukraine, indiquant que des cartes SIM du Brésil et du Paraguay ont aussi été utilisées. Il paraît peu probable que les Russes aient voulu faire voler ces drones jusqu'au Paraguay. Ce qui, à son tour, remettrait aussi en perspective le fait que des cartes SIM polonaises et lituaniennes se trouvèrent à bord de drones en Ukraine. Important, mais tout de même, 5 des drones, rapporte ici Reuters. 5 des drones se dirigèrent vers l'aéroport de Rzeszów, ou quelque chose comme ça. Je prie les téléspectateurs polonais de m'excuser d'avoir écorché ce nom. Mais c'est vers cet aéroport qu'ils allaient en... C'est l'aéroport du sud-est de la Pologne, d'où la majeure partie de l'aide à destination de l'Ukraine arrive. 5 de ces drones étaient en route vers cet endroit. Et si nous regardons l'ensemble de la situation, nous devons dire que la Russie peut réduire l'aide à l'Ukraine si elle parvient à faire en sorte que la Pologne la retienne. La Pologne envoie désormais des soldats en Ukraine pour y apprendre des Ukrainiens à combattre efficacement les drones. Les armes dont ils seront ensuite équipés ne pourront évidemment pas aller en Ukraine. Cela peut donc réduire les quantités livrées. Donc si la Pologne commande maintenant, disons Skinex de Rheinmetall, ces systèmes manqueront alors. Ils ne seront alors plus disponibles pour éventuellement les livrer à l'Ukraine. C'est peut-être l'une des intentions derrière cela. À cela s'ajoute que les Polonais ont de nouveau déclenché une alerte aérienne aujourd'hui. Encore une fois, il y avait un risque de drones volants et les sirènes ont retenti dans l'est de la Pologne. La Pologne a fermé l'aéroport de Lubin et déployé des avions de chasse et des hélicoptères de combat. La Pologne est bien sûr épuisée par de telles mesures. Si à partir de maintenant, chaque attaque contre l'ouest de l'Ukraine oblige la Pologne à s'attendre à une attaque et à activer son armée, cela signifie une usure supplémentaire.
des coûts supplémentaires et aussi une fatigue supplémentaire. Il y aura aussi des accidents au décollage, à l'atterrissage, etc. Cela veut dire qu'ici, il est clair que cela aura un effet direct sur la Pologne si elle doit s'attendre à une attaque contre la Pologne à chaque attaque contre l'Ukraine. Et cela à lui seul aurait déjà été un effet direct et une conséquence directe pour ceux qui, après cette attaque russe contre la Pologne, ou peu importe comment on veut l'appeler, auraient eu lieu. La Pologne restreint désormais l'espace aérien à la frontière et a déployé 40 000 soldats face à la Biélorussie et la Russie lors de l'exercice Saba 25. Plusieurs alliés de l'OTAN ont envoyé des avions de combat ou des systèmes de défense aérienne en Pologne. L'OTAN a mené Eastern Sentry et apporte ainsi son aide. Donc l'opération Eastern Sentry est maintenant menée par l'OTAN afin de soutenir la Pologne. Sabar, l'exercice a lui-même commencé. Et ici, nous avons les informations selon lesquelles, d'après les services de renseignement lituaniens, seulement 8 000 des soldats participants se trouvent en Biélorussie. Seuls 2 000 d'entre eux sont des soldats russes. Cela signifie que les craintes selon lesquelles Saba pourrait servir à une attaque contre l'OTAN n'existent pas. Car comme je l'ai toujours mentionné, on aurait dû s'en rendre compte des mois à l'avance si une telle mobilisation avait lieu. Nous savons désormais, grâce aux renseignements lituaniens, qu'il n'y a que 2 000 soldats russes en Biélorussie. Tout cela est donc un exercice, peut-être aussi un peu de gesticulation militaire, un peu de guerre psychologique, mais ce n'est pas une préparation à une attaque contre l'OTAN. L'Ukraine elle-même riposte. Elle a mené des attaques de drones sur Primorsk. Dans la mer Baltique, le port pétrolier a attaqué des stations de pompage de l'oléoduc approvisionnant Ust-Luga. Encore de nouvelles attaques contre l'infrastructure pétrolière. Et une autre attaque a visé la raffinerie Oufa. Là aussi, des frappes ont été réussies. C'est l'une des plus grandes raffineries russes. L'Ukraine elle-même a cependant subi une autre perte douloureuse. Elle a perdu un autre Sukhoi 27 avec son pilote. Si j'ai bien vu, cela s'est probablement produit lors de l'atterrissage ou quelque chose comme ça. Ici, par exemple, il serait évidemment logique que, à un moment donné, le manque de pièces détachées entraîne d'autres pertes. Ici aussi, la forte pression sur les pilotes et la sollicitation des avions ont malheureusement à long terme leurs conséquences. Et dans ce cas, l'Ukraine a perdu un autre Sukhoi 27 avec son pilote. Nous passons maintenant au développement le long du front et commençons à Soumy. De Soumy, je n'ai constaté aucun changement au sol. Cependant, un blogueur militaire russe affirme qu'une brigade entière de Nord-Coréens aurait soi-disant été déployée le long de la frontière internationale. Ils y surveilleraient apparemment la frontière. Cela expliquerait en partie que les Nord-Coréens soient désormais également utilisés pour la protection de la frontière. Mais pas pour avancer en Ukraine. Cela soulagerait bien sûr les forces russes. Le blogueur militaire lui-même explique que la coordination est tellement mauvaise qu'il aurait été plus judicieux de ne pas les déployer du tout. Selon le blogueur militaire russe, il serait beaucoup plus judicieux ainsi. À l'ouest du front de l'Est, la Russie Drishvest, à l'est du front en Russie. Mais les Ukrainiens sont au courant du gazoduc et doivent donc combattre les soldats qui en sortent. Apparemment, le gazoduc est déjà connu depuis longtemps, donc il se peut qu'ils l'utilisent depuis un certain temps pour infliger des dégâts aux Russes là-bas. Bien sûr, cela reste incertain. Il n'était pas non plus clair dans quelle mesure il s'agit de propagande, car il serait évidemment logique pour la partie ukrainienne de faire une telle déclaration. Non, ce n'est pas grave, on le savait dès le début. Même si c'est faux, c'est pour renforcer la confiance. Et la question évidente, c'est pourquoi diable ont-ils encore été surpris par un tuyau pour minimiser l'affaire ? Si cela avait été le cas, je ne le reproche pas. Je souligne simplement qu'il pourrait bien y avoir une intention propagandiste derrière cela. Les Ukrainiens, du moins, disent que le pipeline était connu depuis longtemps. Au sud de là, nous avons des développements et l'analyste ukrainien Konstantin Machovets dit que la localité de Serednich serait tombée. Il l'écrit ici, et il dit aussi que Chandriolove serait infiltré. Être infiltré signifie probablement que le village est disputé et que la localité ici aurait été prise par les Russes. Cela signifie que le front devrait probablement se situer à peu près ici, à l'heure actuelle. Au sud ou au sud-est de là, les Russes ont avancé sur une séquence géolocalisée, entre les localités de Derilov et Kolodjazy.
À cet endroit-ci, nous avons géolocalisé la présence de soldats russes à cet endroit, et sur la carte, cela devrait se situer à peu près ici. Donc pas un changement révolutionnaire, mais tout de même un changement qui sera enregistré. Il est certainement plus important que les Russes aient avancé vers l'ouest, ici. C'était au nord de la rivière Siversk-Donetsk. Au sud, aucun changement vers Siversk, mais vers Kostiantynivka, il y en a plusieurs. Nous commençons par des présences russes à l'est de Predtechun. Nous avons géolocalisé les Russes à cet endroit et à celui-ci là-haut. Cela signifie que les Russes sont ici et ici. Cela signifie à peu près que cette zone devrait maintenant être considérée au moins comme disputée. De plus, les Russes ont avancé au nord de Bilahora. Nous avons également géolocalisé cela, à cet endroit et à cet endroit sur la carte. Ici, cela devrait être là et à peu près là, donc ici aussi une présence russe continue. Et il est psychologiquement important que nous ayons une géolocalisation ici et ici. Et c'est la zone de Datcha de Kostiantynivka, ce qui signifie que techniquement, les Russes ont maintenant pénétré à Kostiantynivka. Comme je l'ai dit, c'est ici dans la zone de Datcha et c'est un peu en dehors de la localité. Ce n'est pas encore construit pareil, il y a beaucoup de petits jardins ouvriers, etc. Mais techniquement, cela fait partie de Kostiantynivka et donc les Russes ont maintenant effectivement pénétré dans Kostiantynivka. Un peu plus au sud, les Russes ont été aperçus au nord de Nelipivka. Nous les avons ici à cet endroit. Ici, il n'est pas clair si les Russes ont déjà pris Nelipivka ou d'où provient la géolocalisation. Mais il est clair qu'une présence russe ici rend désormais l'approvisionnement des positions ukrainiennes au sud du réservoir extrêmement difficile. Il est totalement incertain dans quelle mesure les Ukrainiens sont encore capables de ravitailler leurs soldats par voie terrestre ici. Il n'est pas non plus clair jusqu'où les Russes ont pu s'y installer. Bien sûr, nous voyons depuis un moment un mouvement russe vers l'ouest. En gros, le long de cette ligne, afin d'atteindre également le réservoir depuis l'est et ainsi couper l'approvisionnement ukrainien. Et là, ils ont au moins eu du succès localement. Plus à l'ouest, près de Yablunivka, les Russes polonais ont avancé à 2 endroits. Nous les avons ici et ici, au nord de Yablunivka. Jusqu'à présent, c'était une zone disputée. On ne peut pas encore affirmer que c'est totalement sous contrôle russe. Il devient de plus en plus évident que les Russes ont avancé un peu plus au nord ici. Nous continuons grossièrement en direction de Pokrovsk. Et là-bas, les Russes ont avancé vers l'ouest, à partir de cette poussée vers le nord. Nous les avons ici une fois au sud-est de Sofivka. C'est à cet endroit ici. Attendez, je vérifie encore une fois pour être sûr. Exactement, c'est à l'ouest de cette bande. Cela signifie que les Russes sont déjà de nouveau à cet endroit ici. Ils ont donc clairement repoussé les Ukrainiens en arrière ici, et au sud de cela, les Russes ont avancé en direction de Volodymyrivka. Nous voyons ici à cet endroit que les Russes sont là, c'est dans cette rangée d'arbres ici. Ici aussi, réussite russe dans cette direction. Nous avançons vers le sud-ouest, en direction générale de Meshova, ce que nous avons ici. Lors de cette opération, les Ukrainiens ont libéré le village de Filia. Nous avons géolocalisé cela, il est donc très probable que les Ukrainiens aient libéré le village et repoussé les Russes. Au sud-ouest. Au sud-ouest de là, en direction de Pokrovsk, nous avons géolocalisé les Russes dans le village de Sosnivka, à travers tout le village, ce qui indique plus ou moins clairement que Sosnivka est aux mains des Russes. On peut donc en conclure que Korogé doit également être sous contrôle russe, car il n'aurait d'entre guère pu atteindre ce point sans prendre aussi Korogé. Au sud de là, les Russes ont également avancé et ont pris Ternove. Cela aussi était à prévoir compte tenu des récentes avancées. Nous avons récemment localisé les Russes à 2 endroits dans Ternov, ce qui suggère que Ternov est probablement aussi sous leur contrôle. Et juste au sud de là, les Russes sont arrivés à la lisière est de Novo-Mikolaïvka. Nous avons également géolocalisé cela ici à cet endroit. Donc d'autres avancées des Russes à différents endroits du front. Les Russes, Pogeliel continuent actuellement d'avoir des succès globalement dans cette direction. Ici, vers Pokrovsk même, on n'a pas vu beaucoup de succès de leur part récemment, mais les Russes commencent à avancer à nouveau globalement en direction de Dubropilia. Ici, nous voyons des avancées russes à différents endroits, aussi bien sur le flanc ouest qu'ici sur la partie est.
Il y a d'ailleurs désormais de vives critiques concernant la carte Deep State, selon lesquelles les soi-disant poches, ici, n'existeraient en réalité pas du tout. En effet, je n'ai jamais vu de géolocalisation de troupes ukrainiennes entre Koutcherivja et la zone au sud. Ici, prenons la carte avec prudence. Il s'agissait de gains territoriaux annoncés par les Ukrainiens sans géolocalisation. Et vous savez que cela doit généralement être considéré de manière critique. Au sud-est de Kostiantynivka, nous voyons que la poche subit une forte pression. Cela pourrait maintenant être lentement la conséquence de la lutte russe contre les attaques de drones sur la logistique. Nous en avons déjà discuté il y a des semaines que les Russes ont une unité de drones qu'ils ont déplacée là-bas. Rubicon a été déplacé là-bas, ils ont commencé à mener des attaques à grande échelle contre les lignes de communication et la logistique à l'arrière. Et c'était aussi Rubicon qui a provoqué l'effondrement des dernières positions des Ukrainiens dans la région de Koursk. Ici aussi, la préparation est sans doute en cours. On ignore combien de temps cela va durer dans le sud. Bien sûr, si les Russes sont déjà dans le village de Nilipivka, il est probablement temps pour l'Ukraine de se retirer du sud. Je ne peux pas vous dire les décisions ukrainiennes, mais il faut s'attendre à ce que le front se rapproche beaucoup de Kostiantynivka, aussi depuis le sud, bientôt. Sinon, un autre point difficile est la situation ici au nord de Liman. Le fait que les Russes avancent ici vers l'ouest, désormais avec un certain succès, et qu'ils aient franchi la prochaine rivière en direction de Sérénier, est certainement à leur avantage. Ici, on ne signale toujours que de petites attaques d'infiltration. Mais il est évident que les troupes russes sur place ont développé une tactique adaptée à leurs conditions et qui est donc relativement fiable. Depuis quelques semaines, cela apporte des succès territoriaux. Ici aussi, il faudra du temps. Nous verrons comment cela évolue. La menace sur la route Slaviansk-Izium reste critique pour les Ukrainiens. Ici non plus, cela ne sera pas plus facile dans les prochaines semaines et mois. Voilà pour les développements sur le front. Nous passons maintenant au domaine politique. Et là, nous avons des nouvelles de Russie. La pénurie de carburant s'est désormais étendue à 10 oblasts russes. Cela signifie que l'approvisionnement russe en essence devient de plus en plus étendu. Cela ne signifie pas que l'armée soit déjà affectée. Certaines stations-service civiles manquent d'essence, rationnent ou rencontrent tant des problèmes similaires. Et cela se répand de plus en plus. La Banque centrale russe baisse les taux d'intérêt à 17% car l'inflation serait en baisse. Dans quelle mesure cela est vrai ou s'il s'agit simplement de suivre les directives politiques, c'est bien sûr une autre question. Nous savons que le gouvernement russe n'était pas vraiment satisfait des taux d'intérêt de la Banque centrale russe. Ici, l'influence du gouvernement Poutine peut donc aussi être une raison essentielle. Je ne vois aucun analyste sérieux qui constate une reprise de l'économie russe. Et puis maintenant, nous avons cette publication ici de Donald Trump sur Social, son propre réseau social. Et en principe, il dit « Je suis prêt à imposer d'énormes sanctions contre la Russie si toutes les nations de l'OTAN sont d'accord et font exactement la même chose. Et si toutes les nations de l'OTAN arrêtent d'acheter du pétrole à la Russie, comme vous le savez, la détermination de l'OTAN à gagner est jusqu'à présent inférieure à 100%. Et l'achat de pétrole russe par certains est assez choquant. Cela affaiblit énormément la position de négociation face à la Russie. En général, je suis prêt à commencer. Si vous l'êtes, dites-moi simplement quand. Je pense que l'avantage, c'est que l'OTAN en tant que groupe, si elle impose des droits de douane de 50 à 100% à la Chine pour que la Chine se retire complètement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, cela aidera aussi énormément à mettre fin à la guerre. Il souligne ensuite à nouveau que ce n'est évidemment pas la guerre de Trump, mais celle de Biden-Zelensky, et non celle de Poutine. Nous le voyons, il l'a encore souligné. Et il dit donc, pour parler clairement, qu'il était prêt à forcer les Russes à abandonner la guerre avec des sanctions dévastatrices. Venons-en d'abord au contenu de sa proposition. Si l'OTAN arrêtait complètement d'acheter du pétrole, et que l'on associe cela à des sanctions très sévères contre la Russie, qui ne sont toujours pas aussi complètes qu'elles pourraient l'être. Et si on ajoute à tout cela une pression contre la Chine, il serait alors probablement possible de forcer un retrait chinois. N'oublions pas que l'alliance occidentale soutenant l'Ukraine pèse la moitié de la production mondiale. Si l'on inclut l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, alors c'est l'OTAN plus l'Union européenne plus ces pays-là.
Ce qui se recoupe massivement, plus justement ces États, cela représente 50% de la production économique mondiale. Si ces pays imposent 100% de droits de douane à la Chine, cela sera certainement douloureux pour la Chine. Voilà pour ça. Le plan pourrait donc, à mon avis, fonctionner. Maintenant, passons à la faisabilité. Et là, je dois dire que j'ai des doutes. L'Europe dépend toujours du pétrole et du gaz russe. Chacun d'entre eux a désormais entendu que l'Union européenne a envoyé l'année dernière plus d'argent à la Russie pour le pétrole et le gaz qu'elle n'a soutenu militairement et financièrement l'Ukraine. Cela signifie que plus d'argent a afflué vers Moscou que vers Kiev, alors même qu'on veut être l'allié de Kiev. À cela, des sanctions de ce type nécessiteraient bien sûr aussi des décisions de l'Union européenne, ce qui impliquerait que chaque membre de l'Union européenne y consente et qu'aucun ne s'y oppose. Et il faut s'attendre à ce que la Slovaquie et la Hongrie agissent de la sorte. Ou même d'autres États membres qui sont tout simplement sous pression économique et qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de ne plus rien exporter vers la Chine. Ce sont toutes des questions qui remettent en cause l'ensemble de la proposition. Que cela puisse fonctionner, je dirais prudemment, avec mes connaissances limitées, qui ne sont évidemment pas très étendues dans ce domaine que cela pourrait. Moi. Ce plan te paraît-il au moins un peu solide ? Il faut reconnaître que la faisabilité n'est probablement pas réaliste. Mais si cela n'arrive pas, et je pars du principe que cela n'arrivera pas, alors cela permettra à Trump de dire qu'il l'aurait voulu. Mais l'OTAN n'a pas suivi. Et cela signifie que si la paix n'arrive pas maintenant, c'est la faute des autres États de l'OTAN, pas la faute de Donald Trump. Car il souligne bien que c'est la guerre de Biden et Zelensky, et non celle de Donald Trump. Et donc, c'est aussi le cas que c'est la guerre du reste de l'OTAN, pas la guerre des États-Unis et de Donald Trump. Donald Trump voulait arrêter, mais les autres n'ont pas suivi. C'est-à-dire, est-ce que tout cela est planifié pour échouer afin qu'il n'ait pas à faire de mal à Vladimir Poutine, ou bien est-ce que le plan est réel ? Et il dit, pourquoi devrions-nous porter tout le fardeau, toute la charge ? Le reste devrait aussi participer autant, s'il vous plaît. Et au moins, si nous prenons un peu de recul, il est en effet absurde d'imaginer que l'Europe transfère plus d'argent à Moscou qu'elle n'en envoie à Kiev. Donc au moins, si l'on regarde ces chiffres isolément, on peut comprendre qu'un président américain avec une telle orientation dise cela. Il devrait participer dans la même mesure. Mais comme je l'ai dit, de façon réaliste, ce n'est probablement pas réalisable. Donc la question est de savoir si nous avons ici un vrai plan, ou un plan qui est destiné à échouer. Bien sûr, je ne peux pas vous le dire, c'est à vous de juger par vous-même, selon votre propre compréhension de la situation. De mon point de vue, cela pourrait fonctionner si on l'appliquait, mais ce ne serait pas gratuit. Je n'ai pas non plus besoin d'expliquer à qui que ce soit que cela entraînerait de graves conséquences économiques en Europe. Si l'on continue d'acheter du pétrole et du gaz, c'est parce que c'est financièrement rentable et logique. Cela entraînerait une hausse des prix et des pénuries. Et les droits de douane sur la Chine seront réciproques de la part de la Chine, ce qui réduira les exportations vers la Chine. Et vous savez à quel point l'économie en Europe, mais surtout l'économie allemande, dépend des exportations vers la Chine. Cela aurait aussi de graves conséquences en Europe, il faut le dire clairement. Que Donald Trump ait vraiment l'intention de le faire, ou qu'il dise simplement « ils doivent enfin payer leur part », ou s'il ne veut même pas agir et cherche juste un responsable en cas d'échec. Impossible à dire, les deux restent possibles. Il existe tout de même une aide internationale. 6 milliards d'euros d'intérêts provenant des avoirs russes gelés pour la production de drones en Ukraine. L'Union européenne a déjà livré 80% des 2 millions d'obus prévus cette année. Donc là-bas, on est enfin dans les temps. L'Allemagne envoie 2 batteries Patriot et 300 millions d'euros pour produire des drones. Et 4 transporteurs Erector Launcher, donc des véhicules de lancement pour les Patriots, ont déjà été livrés. Le Royaume-Uni enverra chaque mois des milliers de drones intercepteurs développés par l'Ukraine en Ukraine. Cela signifie donc des milliers de drones intercepteurs, et cela chaque mois. Ce qui importe ici, c'est que ces drones-là sont développés par l'Ukraine. Donc ce ne sont pas des projets de n'importe quelles entreprises qui veulent que juste gagner un peu d'argent sans rien connaître à la situation réelle sur le front. Mais il s'agit en fait de matériel dont l'Ukraine aura réellement besoin, qui est cependant fabriqué au Royaume-Uni avec les capacités locales pour aider l'Ukraine. Donc cela devrait vraiment être utile. La Pologne envoie 10 000 obus de 155 mm et la Suède a annoncé une aide supplémentaire équivalente à $1 milliard américains, soit 800 millions d'euros. Environ, bien sûr, en couronne suédoise.
Parmi eux, 18 Archer, ce sont les pièces d'artillerie automotrices ultramodernes des Suédois. Des drones longue portée, de l'équipement naval, des systèmes radars, de la défense anti-aérienne, beaucoup d'autres choses, y compris de l'équipement d'infanterie, etc. Tout cela concerne toujours l'Ukraine. Pour finir, nous avons une vidéo très intéressante, vraiment différente. Ici, on voit un drone vu à la première personne qui s'approche d'un char russe. Et ici, on pouvait justement le voir tirer. Bien sûr, il vole. Ici, on pouvait justement le voir tirer. Il a manifestement repéré le drone. Il a tenté de l'abattre. Regardons immédiatement la chute. Rassurez-vous, il n'y a rien de choquant. Voici le prochain tir. Le char a peut-être simplement tiré sur des cibles au sol, l'angle de visée étant sans doute un peu trop élevé. Et maintenant, nous voyons l'approche finale. Et voilà. Il a donc abattu le drone avec le canon principal. Mais en réalité, il est peu probable que ce soit un tir avec le canon principal. Le projectile tiré n'a probablement pas touché le drone. C'est plutôt la pression à la sortie du canon qui l'a au moins partiellement détruit ou assez déstabilisé pour qu'il s'écrase, provoquant la détonation de la tête de combat. Je pense qu'il est plus probable que ce soit cela, plutôt que le projectile ait touché la cible, mais cela suffit aussi. Ainsi, le char aurait détruit le drone avec son canon principal. Et à mon avis, c'est la première fois, du moins la première fois que j'aurais vu quelque chose comme ça, que cela se serait produit.